Avant de céder la parole à Mme Harraq, je tiens à remercier notre ami président Younes El-Gdari pour l'invitation, pour son hospitalité. Et je tiens à remercier aussi le bureau de Lama Forcade qui nous ont préparé un programme très riche, varié. Merci. Et merci aussi pour les intervenants parce qu'ils étaient de haut niveau depuis hier. Et je vous donne rendez-vous fin juin, le 27 juin, au 10e GPA. Il y aura une session dédiée à l'immunologie, à l'ergologie, de haut niveau aussi. Il y a des intervenants qui sont dans la salle qui vont intervenir au fin juin. Alors, 27 juin à Agadir, Tarazout. Journée de la presse. Et maintenant, ne sortez pas s'il vous plaît, parce qu'on va attaquer le symposium qui est animé par notre amie Mme Harraq. Et GSK, c'est le sponsor, on le remercie au nom de l'assistance. Bonjour tout le monde, merci Monsieur le Président. Donc, diapo s'il vous plaît. Je remercie le comité d'organisation et le bureau de Lama Forcade, ainsi que le laboratoire GSK de m'avoir invité à présenter ce symposium sur la maladie asthmatique et de parler de l'approche, quelle approche choisir pour un meilleur contrôle de l'asthme. Donc voilà les conflits d'intérêts. Ça passe pas. Alors l'asthme, comme vous le savez tous, c'est une maladie qui est multifactorielle. C'est une maladie qui est hétérogène, donc qui se définit par une inflammation des voies aériennes et une limitation des débits aériens qui sont réversibles sous bronchodilatateur. C'est une maladie qui est actuellement sous-diagnostiquée. C'est une maladie qui reste sous-diagnostiquée et qui nécessite une prise en charge bien appropriée. Pour cela, plusieurs recommandations ont été élaborées et publiées. Et les dernières recommandations que nous suivons tous, ce sont les recommandations du GINA et qui sont toujours d'actualité. Pourquoi parler de la prise en charge de la maladie asthmatique? L'asthme, il pose un véritable fardeau mondial. Vous voyez, l'OMS, déjà en 2021, avait estimé qu'en 2025, nous allons atteindre plus de 400 millions de patients asthmatiques, plus de 500 000 décès et un coût important, que ce soit les coûts directs ou indirects de la prise en charge. Donc, pour une meilleure prise en charge, les différentes recommandations ont défini ou bien ils ont insisté sur le contrôle de la maladie asthmatique. Alors, est-ce que nos patients sont contrôlés et est-ce que les médecins qui prennent en charge les malades asthmatiques ou bien tout professionnel de santé, est-ce qu'ils prennent correctement leurs malades asthmatiques? Comme vous voyez sur cette étude qui a été publiée, 37% des professionnels de santé, seuls 37% des professionnels de santé émettent des plans d'action écrits. 10% utilisent donc des questionnaires validés pour le contrôle des malades asthmatiques. Et 57% des professionnels de santé estiment l'utilisation des médicaments par des moyens objectifs. Donc vous voyez déjà, il y a une sous-estimation du contrôle de la maladie asthmatique. On parle de contrôle de la maladie. C'est quoi le contrôle? L'idéal, c'est d'avoir 0 symptôme. Le GINA, depuis sa publication, elle parle du critère du bon contrôle de l'asthme qui repose sur 4 critères. Vous voyez, c'est les symptômes diurnes qui ne doivent pas dépasser 2 fois par semaine. C'est les symptômes nocturnes qui ne doivent pas exister en cours de semaine. L'utilisation ou le recours à des bronchodilatateurs de courte durée d'action ne doit pas dépasser 2 utilisations par semaine et surtout avoir une qualité de vie et qu'il n'y a pas de retentissement sur la qualité de vie des patients asthmatiques. Mais est-ce que cette notion de contrôle de l'asthme est perçue de la même façon pour les patients et pour les médecins? Alors, quand on voit cette étude qui a été publiée en 2017,
Si on interroge les patients, vous voyez que 89% des patients se disent qu'ils sont bien contrôlés. Et quand on les soumet à un questionnaire évaluant les 4 critères du bon contrôle de l'asthme, vous voyez que seuls 17% sont contrôlés en fonction des niveaux, en fonction des critères du bon contrôle de l'asthme. Alors, ça va amener à ce que les patients, ils sont soit sous-traités, ce sont des malades qui se disent qu'ils sont bien contrôlés, donc ils ne vont pas avoir recours à un traitement adapté. Qu'est-ce qu'on aura comme conséquence? C'est l'évolution progressive à la maladie, à cette inflammation, et donc on va aboutir à un remodelage bronchique qui va aggraver la symptomatologie de la maladie asthmatique et de son contrôle. D'autres patients, ils sous-estiment leur contrôle de la maladie asthmatique et donc ils vont consommer beaucoup plus de médicaments, ce qui va les exposer à des effets secondaires des médicaments utilisés pour le traitement de l'asthme. Alors, je vous projette ici l'étude apparente qui a été faite, un questionnaire auprès du patient, et vous voyez, c'est une étude qui a été faite au niveau de 4 pays, et les patients considèrent que leur asthme est bien ou assez bien contrôlé. Mais en contrepartie, ces patients qui se disent qu'ils sont bien ou assez bien contrôlés, on constate qu'il y a un recours important et fréquent à l'usage des médicaments de secours. Donc, il y a une sous-estimation de l'évaluation du contrôle du patient. Cette étude apparente 1 a été prolongée ou complétée par une deuxième étude, qui est l'étude apparente 2, qui s'est réalisée dans d'autres pays, autres que les premiers pays. Toujours la même constatation, la moitié des patients considèrent que leur asthme est bien ou complètement bien contrôlé. Mais quand on utilise le questionnaire ACT, les réponses laissent penser donc le contraire, avec un recours important, presque 65% de ces patients ont recours au traitement, à l'usage du traitement de secours. Ceci pour les patients. Qu'en est-il pour les médecins? Vous voyez, même les médecins, l'objectif important pour les médecins dans cette étude, c'est d'atteindre, ou bien c'est de gérer les symptômes. Alors que 43% des patients, dans les 2 études, pour l'asthme, quelle que soit sa gravité, et pour l'asthme modéré, les médecins, ils s'intéressent surtout au contrôle des symptômes, contre un faible taux de médecins qui s'intéressent à la réduction des exacerbations. Alors, on parle donc de traitement de secours, et vous voyez ici dans cette étude, la majorité des études, ils ont avoir recours à un traitement de secours. Et vous voyez, la plus grande proportion, c'est les prescriptions des médecins, l'association corticothérapie inhalée là-bas, avec un bronchodilatateur, donc un traitement de secours. Mais l'usage fréquent de ce traitement de secours est un marqueur de mauvais contrôle, c'est un marqueur de mauvais contrôle de l'asthme. À chaque fois que le malade se sent un peu gêné, il a recours à son aérosol doseur, donc de courte durée d'action, et c'est un marqueur donc, qui peut objectiver un taux de décès qui est important. Plus l'usage des sabats ou des traitements de secours est utilisé sans traitement de fond, vous voyez qu'il y a une augmentation du taux de décès. À la différence, c'est on utilise la corticothérapie inhalée comme traitement de fond. Donc, le taux d'exacerbation dans cette étude, vous voyez que plus on utilise de 3 flacons par an, plus le taux et le risque d'exacerbation est important. Donc, à chaque fois qu'il utilise son aérosol de secours, il est amélioré, mais la fréquence de l'usage de ces flacons augmente le risque d'exacerbation. Non seulement ça, elle augmente également le risque de décès par maladie asthmatique. C'est pour ça, donc, le GINA, depuis 2023, il ne recommande plus l'usage des sabats seuls comme option préférée pour le traitement de secours, ou bien chez un patient qui est sous traitement de fond à base d'ICS. Donc, à chaque fois qu'on utilise un aérosol, un sabbat, il faut utiliser une corticothérapie inhalée. Alors, puisque l'objectif du GINA, non seulement l'obtention de ce contrôle de la maladie asthmatique, mais essentiellement, c'est de le maintenir. Donc, il faut obtenir le contrôle
et le maintenir. Et il est clair, le GINA, donc dans la prise en charge du malade, il faut évaluer initialement, il faut ajuster son traitement. Et vous voyez, il insiste sur la médication par corticothérapie inhalée et toujours le suivi et revoir ce traitement par la suite. La prise en charge de la maladie asthmatique, elle est actuellement personnalisée. Il ne se base pas que sur les traitements pharmacologiques, mais il faut agir sur d'autres facteurs, en particulier les facteurs de risque modifiables, les comorbidités, et il faut intégrer le patient asthmatique dans sa prise en charge, et il faut l'intégrer pour qu'il soit acteur de sa prise en charge. Le GINA 2025 et depuis 2023 et bien avant, donc il a recommandé deux tracks, deux paliers thérapeutiques. Le palier 1, certes, il est préférable, il a démontré qu'il réduit les risques des exacerbations. Et le palier 2, le track 2, donc c'est le GINA, il insiste sur le fait que avant de considérer un régime par les bronchodilatateurs de courte durée d'action, il faut toujours vérifier l'adhérence du patient à ce traitement. Donc, deux paliers thérapeutiques, la stratégie MART que vous connaissez tous et la stratégie PRD qui insiste sur la corticothérapie inhalée le plus tôt possible dans les paliers thérapeutiques de la maladie asthmatique. Pourquoi insister sur le traitement par corticothérapie ? Je ne vous ajoute rien, vous savez très bien que la physiopathologie de l'asthme, c'est une inflammation du voie aérienne, c'est une hyperréactivité bronchique qui, s'ils ne sont pas bien traités, on aura un remodelage et donc des lésions qui vont être irréversibles. Traiter les symptômes de l'asthme ne veut dire que traiter la partie visible de l'iceberg. Donc, c'est traiter les symptômes, les exacerbations, la fonction respiratoire. Ce sont les symptômes objectivés par le patient. Et l'utilisation accrue de SABA sans traitement de fond ne fait qu'aggraver ces symptômes. Alors, il faut agir sur la partie immergée de l'iceberg, qui est l'inflammation du voie aérienne, l'hyperréactivité bronchique et le remodelage. Et pour agir sur cette partie immergée, rien ne vaut que le rôle important de la corticothérapie inhalée pour agir sur cette composante. Et le traitement régulier par corticothérapie inhalée avec les bronchodilatateurs de courte durée d'action pour améliorer les symptômes, il a fait preuve de l'efficacité sur les contrôles du symptôme, la réduction des exacerbations et les hospitalisations, bien sûr en réduisant l'inflammation et en réduisant le phénomène de remodelage bronchique. Et son efficacité a été bien démontrée, d'autant plus qu'il est utilisé plus tôt dans le traitement de la maladie asthmatique. Alors, l'efficacité de la corticothérapie inhalée dans la maladie asthmatique, que ce soit un asthme léger ou un asthme modéré et sévère, a été bien étudiée par différentes études. Et là, pour l'asthme sévère, je vous rapporte donc ces études sigma 1 et sigma 2 practicales que vous connaissez tous bien. L'efficacité de la corticothérapie était manifeste sur le contrôle des symptômes, sur l'amélioration de la fonction pulmonaire et pour les exacerbations, la réduction des exacerbations, non seulement le nombre des exacerbations, mais également la sévérité de ces exacerbations. Je reviens à l'étude apparente pour le traitement de l'asthme modéré à sévère. Et vous voyez, les médecins, c'est une enquête qui a été faite auprès des médecins. Les médecins, 71% des médecins choisissent le plus souvent la stratégie PRD avec un dosage et une prescription associant corticothérapie inhalée et là-bas, seul ou avec un traitement de secours, SABA, qui reste une option de traitement initial pour le traitement non contrôlé atteint d'asthme modéré à sévère. Et 75% des pneumologues, là c'est une enquête auprès de plusieurs spécialités de médecins, 75% des pneumologues ont également préféré cette stratégie pour les asthmatiques non contrôlés. Pour l'asthme modéré à sévère, donc c'est la même étude apparente qui a été étendue à d'autres pays et qui a montré que à peu près 71% des médecins choisissent la stratégie PRD pour le contrôle des malades asthmatiques modérés à sévères.
Alors, mais malgré la connaissance, l'étude apparente a montré également que malgré la bonne connaissance de la stratégie MART ou bien du tract MART, les médecins ils continuent à prescrire le bronchodilatateur de courte durée d'action pour traiter les symptômes. Et vous voyez, 85,4% des médecins qui prescrivent la stratégie MART, ils co-prescrivent avec un bronchodilatateur de courte durée d'action. Et 67% des patients qui sont sous stratégie MART, ils se voyaient prescrire un SABA à leur demande. Donc, les conclusions, l'intérêt d'une prise régulière, et ce, dès le palier 2 d'une corticothérapie inhalée. L'effet de la corticothérapie inhalée, il est bien démontré pour traiter l'inflammation, comme le montre cette étude qui a montré une réduction du taux des eosinophiles dans les crachats et au niveau également bronchique. Alors, est-ce que les recommandations, voyons un peu les autres recommandations des sociétés savantes. Et vous voyez ici que plusieurs recommandations, ils préconisent l'administration régulière des schémas thérapeutiques contenant la corticothérapie inhalée pour l'asthme léger et modéré. Et je vous ai mis ici différentes recommandations, que ce soit britanniques, japonaises, espagnoles, canadiennes, coréennes. Donc, ils préconisent l'administration régulière des schémas thérapeutiques. Alors, choisir le tract 1 ou le tract 2, ça veut dire est-ce qu'on doit se baser sur le contrôle ou sur les exacerbations. Une revue systématique a été publiée, a été publiée, donc, et qui a démontré que les deux tracts se valent et les deux tracts ils réduisent de manière significative le risque d'exacerbation sévère par rapport à la corticothérapie seule à faible dose. Donc, et les patients qui étaient sous MART et qui ont eu recours à l'association de bronchodilatateurs de courte durée d'action, ils étaient considérés comme étant dans la mauvaise voie de prise en charge et doivent utiliser donc la corticothérapie inhalée avec l'ABA de façon régulière à des doses optimales pour améliorer le contrôle et réduire le besoin en SABA. Alors pourquoi l'une des raisons qui oblige les patients à utiliser le SABA également, c'est l'usage des dispositifs qui nécessitent, c'est turbialaire dans la stratégie MART, qui nécessite un débit inspiratoire qui est beaucoup plus important que l'aérosol doseur avec ou sans chambre d'inhalation. Mais l'avantage de la stratégie MART, c'est que dans le même dispositif, il y a le corticoïde inhalé et il y a le bronchodilatateur. Donc, vous voyez qu'il y a des avantages de l'une et des autres. Alors, un mot sur l'association fluticasone-salmétérol PRD pour les patients souffrant de l'asthme. Vous voyez, donc je reviens à cet iceberg. On a de la corticothérapie, on a de le bronchodilatateur, donc il va agir sur les symptômes, sur la réduction des exacerbations, mais essentiellement sur l'inflammation bronchique et sur l'hyperréactivité bronchique. Donc, dans le cadre de l'asthme modéré à sévère, l'association salmétérol-fluticasone a été comparée à l'association budesonide et vous voyez que l'association a montré une bronchoprotection avec une faible activité systémique. Ceci, donc, pour parler de l'association fluticasone-salmétérol, je vous projette l'étude MASTR 6. Donc, c'est une étude qui a été réalisée, il comporte 10 essais cliniques, plus de 25 000 patients, et qui va viser à identifier l'impact de certaines caractéristiques des patients sur les résultats cliniques et mieux éclaircir le traitement. Donc, c'est une étude qui s'est basée sur des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques. Il a pris des patients qui sont obèses, des patients dont l'asthme est ancien,
qui ont un ACQ, qui ont des patients qui sont symptomatiques et qui ont des habitudes toxiques. Et on sait très bien donc, que ces facteurs intrinsèques ou extrinsèques sont des facteurs qui vont aggraver la maladie asthmatique. Et on va voir l'évolution de ces patients. Est-ce qu'il y a un retentissement ou bien est-ce que l'association salmétérol-fluticasone va permettre un contrôle de l'asthme chez ces patients avec ces caractéristiques cliniques? Donc l'étude s'est étalée à 12 mois, mais les premiers résultats, donc, ils ont été publiés à 12 mois. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Que dès qu'on associe la corticothérapie inhalée au bronchodilatateur le plus tôt possible, on a constaté qu'il y a une réduction donc, dans l'utilisation des traitements de secours par rapport à la corticothérapie seule. Je reviens pour dire que ce sont des patients qui ont été mis initialement sous fluticasone et lors du contrôle, donc, ils ont été randomisés en 4 bras. Augmentation de la dose de fluticasone, association fluticasone-salmétérol et association bidisonide formotérol. Et le 4e groupe, il a gardé la même posologie. Donc, on a constaté quand on est passé à l'association bronchodilatateur longue durée d'action et corticothérapie, il y a une diminution au recours au traitement de secours. Donc, que ça soit l'association fluticasone-salmétérol, que ce soit bidisonide formotérol. Qu'en est-il donc pour le contrôle en comparant les deux associations, salmétérol-fluticasone au bidisonide formotérol par rapport à la monothérapie? On a constaté qu'il y a une amélioration du contrôle de façon significative pour l'association fluticasone-salmétérol que l'association bidisonide formotérol. Qu'en est-il de la réduction du risque des exacerbations? La même chose, l'association salmétérol-fluticasone a fait bien par rapport à l'association bidisonide formotérol. Alors, les patients qui étaient sous fluticasone, et on est passé au step-up associant fluticasone-salmétérol ou bien bidisonide formotérol. On a constaté qu'il y a une amélioration du contrôle de l'asthme et qu'il y a également une réduction des risques des exacerbations. Donc, on sait très bien que être fumeur actif, avoir une qualité de vie ou un ACQ qui est plus bas, un IMC qui est plus élevé ou des antécédents d'asthme anciens, ils sont associés à un mauvais contrôle de l'asthme et ils sont associés également à une augmentation du risque des exacerbations. Et dans cette étude Master 6, nous avons constaté que l'association fluticasone-salmétérol a un impact meilleur que celui de l'association bidisonide formotérol chez ces patients qui ont ces caractéristiques cliniques. Donc, la conclusion de cette étude, c'est que l'asthme reste une maladie hétérogène, donc il nécessite une approche personnalisée. Un ACQ plus élevé, un IMC plus élevé et un statut tabagique au départ augmente le risque, augmente la consommation des bronchodilatateurs de courte durée d'action parce qu'il augmente le risque d'exacerbation sur une période de 12 mois, que ces exacerbations et l'utilisation du sabbat se sont nettement améliorées quand on est passé à l'association fluticasone-salmétérol. Et en comparaison avec le bidisonide formotérol, l'association fluticasone-salmétérol a permis une amélioration significative du contrôle de la maladie asthmatique et une réduction donc, du risque des exacerbations. En conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? L'asthme reste une maladie inflammatoire chronique. Donc, la corticothérapie inhalée reste la base du traitement. Et l'usage de la corticothérapie inhalée, elle a démontré sa supériorité même dans la prise en charge de l'asthme léger. Différentes stratégies thérapeutiques d'utilisation sont connues, mais aucune n'est universelle. Il faut choisir la stratégie thérapeutique qui est adaptée à la prise en charge de votre patient. Donc, faire une prescription qui est personnalisée, intégrer votre patient dans la prise en charge de sa maladie. Donc, une bonne concertation. Il faut savoir que
le choix initial, quel que soit le choix initial, le traitement reste un traitement évolutif. Il faut toujours évaluer, adapter et corriger. La stratégie thérapeutique, quand il est bien expliqué, ça va permettre une meilleure adhérence au traitement. Le traitement n'est pas uniquement une prise en charge médicamenteuse, mais il faut agir à d'autres niveaux. Et j'insiste sur l'éducation thérapeutique qui reste un pilier important dans la prise en charge. Toujours expliquer l'usage du dispositif. Expliquer n'est pas suffisant, il faut démontrer. Démontrer également n'est pas suffisant, il faut voir, laisser le malade vous montrer comment il utilise son dispositif d'inhalation. Pour terminer, choisir le track 1 ou le track 2, plutôt je dirais track 1 et track 2. Et je vous remercie. Je pense que tu as été très clair et tu as bien défendu. Nos remerciements au laboratoire GSK pour ce symposium et à tous les orateurs et aux participants. Donc, merci. Donc on conclut la session. Merci beaucoup, Dr. Tibai.